Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette présentation sur la responsabilité pénale individuelle en droit international. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental qui a transformé le paysage juridique international et a permis de tenir les individus responsables de violations graves du droit international. Alors, la responsabilité pénale individuelle marque une évolution majeure dans le droit international en fusionnant des éléments de la législation traditionnelle avec des approches modernes axées sur les droits de l'homme et le droit humanitaire. Historiquement, le droit international se concentrait principalement sur les États en tant qu'entités responsables. Cependant, un certain nombre d'événements du XXe siècle, en particulier les atrocités commises pendant les guerres mondiales, ont conduit à une réévaluation de cette approche. Un point de départ important pour comprendre cette évolution est la notion de crime contre l'humanité, de crime de guerre et de génocide. Avant 1947, les mécanismes juridiques pour traiter de telles atrocités étaient limités. Toutefois, la fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué un tournant décisif avec la création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg, de Tokyo, où pour la première fois, des individus ont été tenus pénalement responsables de crimes internationaux. Et donc, la charte de Nuremberg en particulier a affirmé que les crimes contre le droit international sont commis par des individus et non par des entités abstraites. Ainsi, seule la poursuite des individus responsables permet de faire respecter les dispositions du droit international. Et cette affirmation, il a jeté un petit peu les bases d'un cadre juridique où les personnes peuvent être poursuivies pour des actes tels que les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. L'importance de la responsabilité pénale individuelle réside dans sa capacité à combler les lacunes laissées par le droit des États. Avant cette évolution, les violations graves du droit international telles que le génocide ou les crimes de guerre pouvaient rester impunis si l'État responsable refusait de poursuivre les auteurs. Et en plaçant un petit peu des obligations directement sur les individus, le droit international a introduit un mécanisme de reddition de comptes plus direct et potentiellement plus efficace. Un exemple précoce de cette approche est la reconnaissance du crime de piraterie. Les pirates, en tant qu'ennemis de l'humanité, pouvaient être poursuivis par n'importe quel État, indépendamment du lieu où le crime avait été commis. Ce principe de compétence universelle a ouvert la voie à une responsabilité pénale individuelle plus étendue. Donc, l'évolution moderne de la responsabilité pénale individuelle, généralement marquée par l'établissement de tribunaux pénaux internationaux spécifiques, tels que les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Ces tribunaux ont été créés en réponse aux atrocités commises dans ces régions, permettant de juger les individus responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Les deux tribunaux ont démontré l'importance et l'efficacité de la responsabilité pénale individuelle en droit international, et leurs travaux ont non seulement permis de rendre justice aux victimes, mais ont également contribué à l'évolution du droit international en établissant des précédents juridiques et en clarifiant un certain nombre de normes et procédures. Un développement majeur dans ce domaine est l'établissement de la Cour pénale internationale par le statut de Rome, 1998, et la CPI est la première cour internationale permanente capable de juger des individus pour les crimes les plus graves, y compris le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, et plus récemment le crime d'agression. La CPI incarne l'engagement de la communauté internationale à lutter contre l'impunité et à assurer que les auteurs de crimes graves soient tenus responsables où qu'ils se trouvent. Alors, la responsabilité pénale en droit international ne se limite pas aux tribunaux internationaux. Donc, les juridictions nationales jouent également un rôle très important, en particulier dans le cadre de la compétence universelle. Cela permet à un État de poursuivre des individus pour des crimes internationaux graves, même si ces crimes ont été commis en dehors de son territoire et sans lien direct avec l'État poursuivant.
Alors, la notion de responsabilité pénale individuelle a des racines profondes dans l'histoire du droit international, bien que son application ait évolué considérablement au fil des siècles. L'un des premiers exemples de cette responsabilité remonte à l'Antiquité, où les pirates étaient considérés comme des ennemis de l'humanité. Et donc les États, ils avaient le droit de les poursuivre, de les punir indépendamment de l'endroit où leur crime avait été commis. Donc cette compétence universelle précoce a jeté un petit peu les bases d'une future responsabilité pénale individuelle. Cependant, c'est au XXe siècle que la responsabilité pénale individuelle a véritablement pris forme en réponse aux atrocités des deux guerres mondiales. Donc après la première, déjà, une commission alliée a recommandé la poursuite de hauts responsables allemands pour violation des lois de la guerre, bien que ces efforts aient été limités et que peu de procès aient eu lieu. Ils ont marqué le début d'une prise de conscience de la nécessité de tenir les individus responsables de crimes internationaux. Le tournant décisif est venu après la Seconde Guerre mondiale, avec la création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg euh, et de Tokyo. Ces tribunaux ont été les premiers à juger des individus pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la paix. Alors, la charte de Nuremberg a affirmé que les crimes contre le droit international sont commis par des hommes, non par des entités abstraites, établissant ainsi que seules des poursuites individuelles peuvent faire respecter le droit international. Et le procès, voilà, procès de Nuremberg et de Tokyo ont non seulement condamné des responsables nazis japonais, mais ont également établi des principes juridiques durables, notamment que l'obéissance à des ordres supérieurs n'est pas une défense absolue. La reconnaissance de la responsabilité pénale individuelle a été renforcée par l'adoption de la Convention sur le génocide en 1948, qui stipule que les individus peuvent être jugés pour génocide par un tribunal national ou international. Donc, de plus, les conventions de Genève de 1941 et leur protocole additionnel de 1977 ont codifié les obligations des individus en matière de droits humanitaires, notamment en cas de conflit armé. Dans les années 90, le concept a encore évolué avec la création de tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Et ces tribunaux qui ont, qui ont été établis par le Conseil de sécurité de l'ONU en réponse aux conflits brutaux et aux génocides qui ont eu lieu dans ces régions. Et donc, la TPI pour l'ex-Yougoslavie créée en 1993 a été chargée de juger des individus responsables de graves violations des droits humanitaires internationaux en ex-Yougoslavie depuis 1991. Et le tribunal pénal international de Rwanda, établi en 1994, avait pour mandat de poursuivre les responsables du génocide rwandais. Et ces tribunaux ont non seulement, seulement jugé et condamné de nombreux responsables, mais ont également contribué à l'élaboration du droit international pénal par leurs décisions et leur jurisprudence. Un développement majeur dans l'histoire de la responsabilité pénale individuelle et reste la création de la Cour pénale internationale en 2002. Suite à l'adoption du statut de Rome en 1998. Hein. Donc la Cour pénale internationale est le premier tribunal international permanent établi pour juger les individus accusés des crimes les plus graves, y compris le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et le crime d'agression. Contrairement aux tribunaux ad hoc, la CPI a une juridiction continue et peut enquêter et poursuivre des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome le 1er juillet 2002. La création de la CPI représente un engagement global pour lutter contre l'impunité et garantir un petit peu que les auteurs de crimes graves soient traduits en justice. La responsabilité pénale individuelle en droit international ne se limite pas aux tribunaux internationaux. Les juridictions nationales jouent également un rôle très important, notamment par le biais de compétences universelles. Cette compétence permet à un État de poursuivre des individus pour des crimes internationaux graves, même si ces crimes ont été commis en dehors de son
territoire et sans lien direct avec l'État poursuivant. Cela a permis à des pays comme l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne de poursuivre des individus pour des crimes commis en Argentine, en Chili, etc. Donc après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont reconnu la nécessité déjà de tenir les individus responsables des atrocités commises pendant les conflits. Et à cette époque, le concept de responsabilité pénale individuelle en droit international était encore un petit peu embryonnaire, mais des initiatives, comme on l'a souligné tout à l'heure, des initiatives importantes ont été prises pour le développer. La première tentative significative pour poursuivre des individus responsables de crimes de guerre a eu lieu lors de la conférence de paix de Paris 1919. Une commission alliée a été mise en place pour enquêter sur les violations des lois de la guerre commises pendant le conflit. Cette commission a recommandé que les hauts responsables, y compris l'ex-Kaiser allemand Guillaume II, soient traduits en justice pour avoir ordonné perpétrer de telles violations. Les Alliés ont proposé la création d'un tribunal international pour juger ces crimes, marquant ainsi une étape importante vers la reconnaissance de la responsabilité pénale individuelle. Alors, le traité de Versailles, signé en 1919, incluait des dispositions pour la poursuite des criminels de guerre allemands. L'article 227 du traité stipulait que Guillaume II devait être jugé pour offense suprême contre la moralité internationale et l'autorité sacrée des traités. Bien que les Pays-Bas, où il s'était exilé, aient refusé de l'extrader. L'article 228, quant à lui, autorisait les Alliés à traduire en justice les individus accusés de violation des lois et coutumes de la guerre devant des tribunaux militaires alliés. Cependant, ces efforts se sont heurtés à des défis juridiques et politiques et les résultats ont été un petit peu mitigés. Seuls quelques procès ont eu lieu devant des tribunaux allemands à Leipzig et les peines prononcées ont été largement critiquées comme étant insuffisantes. Donc, malgré ces limitations, ces initiatives post-Première Guerre mondiale ont posé des bases importantes pour le développement futur du droit pénal international et elles ont établi le principe selon lequel les individus et non seulement les États peuvent être tenus responsables de violations des droits internationaux. Alors après la Première Guerre mondiale, l'idée de créer des tribunaux internationaux permanents pour juger des crimes de guerre a été discutée, mais elle n'a pas été concrétisée immédiatement. Toutefois, les principes élaborés pendant cette période ont influencé un petit peu le développement juridique ultérieur. Par exemple, la reconnaissance de la responsabilité des hauts responsables pour les ordres donnés et la mise en avant de la responsabilité de commandement sont devenus des concepts clés dans le droit pénal international. La véritable percée dans l'établissement de tribunaux internationaux est survenue après la Seconde Guerre mondiale, avec la création des tribunaux, comme on l'a dit tout à l'heure, des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo. De Tokyo. Ces tribunaux ont été vraiment les premiers à juger des individus pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et le tribunal de Nuremberg, en particulier, a affirmé que les crimes contre le droit international sont commis par des individus et non par des entités abstraites, établissant ainsi un précédent durable pour la responsabilité pénale individuelle. Et donc la charte de Nuremberg a été particulièrement significative dans ce sens, car elle a non seulement permis de juger les principaux criminels de guerre nazis, mais elle a également établi des catégories de crimes internationaux qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Le tribunal a jugé 22 hauts responsables nazis et on a condamné 12 à mort. Le procès de Nuremberg a démontré que même les plus hauts dirigeants ne sont pas à l'abri de la justice internationale. Et le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, appelé tribunal de Tokyo, a suivi un modèle similaire pour juger les criminels de guerre japonais et composé de juges de 11 pays. Il a également affirmé le principe de la responsabilité pénale individuelle
et a jugé 28 dirigeants militaires et politiques japonais. Ce tribunal a contribué à renforcer les normes établies à Nuremberg et a montré l'application de ces principes dans un contexte différent. Donc, ces tribunaux ont eu un impact durable sur le développement du droit pénal international et ils ont démontré la possibilité de poursuivre et de punir les individus pour les crimes les plus graves, indépendamment de leur position ou leur statut. Donc, les principes établis par à Nuremberg ou à Tokyo, notamment la notion de crime contre l'humanité et la responsabilité de commandement, sont devenus des éléments fondamentaux du droit international. Alors pour décortiquer un petit peu le tribunal de Nuremberg un peu plus en détail, le tribunal militaire international de Nuremberg, communément appelé le tribunal de Nuremberg, a été établi, comme on l'a précisé, après la Seconde Guerre mondiale pour juger les principaux criminels de guerre nazie. Et ce tribunal il a marqué une rupture radicale avec le passé où les États et non les individus étaient traditionnellement tenus responsables des violations du droit international. Et la création de ce tribunal a été le résultat des efforts concertés des puissances alliées, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la France, pour garantir que les atrocités nazies ne restent pas impunies. Le tribunal de Nuremberg a été créé par l'accord de Londres du 8 août, 1945, qui a défini un petit peu sa charte, et cette charte a établi la juridiction du tribunal pour juger les criminels de guerre pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et les procès ont débuté en novembre 1945 dans la ville allemande de Nuremberg, choisie pour sa symbolique étant le lieu des célèbres rassemblements nazis et désormais le théâtre de la justice internationale. L'une des contributions les plus significatives du tribunal de Nuremberg a été l'affirmation claire que les crimes contre le droit international sont commis par des hommes. Et cette déclaration, qui figure dans le jugement du tribunal, a établi que seul en punissant les individus qui commettent de tels crimes, les dispositions du droit international peuvent être appliquées. Cela a été une révolution dans le droit international, introduisant ce principe que même les chefs d'État, les hauts dirigeants peuvent être tenus responsables de leurs actions. Et le tribunal de Nuremberg a inculpé 24 responsables nazis pour divers crimes. Parmi eux, 12 ont été condamnés à mort. 3 ont été acquittés et les autres ont reçu des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité. Et les chefs d'accusation comprenaient la planification, l'initiation et la conduite de guerre d'agression, des crimes de guerre commis contre les prisonniers de guerre et les civils, et des crimes contre l'humanité, incluant la persécution et l'extermination de populations entières. Les procès ont révélé au monde l'étendue des atrocités commises par le régime nazi, y compris l'Holocauste. Un des aspects les plus innovants du tribunal de Nuremberg a été l'inclusion du concept de crime contre l'humanité. Cette catégorie a permis de juger les actes atroces commis non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix, contre toute population civile. Cela a ouvert la voie à une nouvelle dimension du droit international, reconnaissant que certaines violations des droits de l'homme sont si graves qu'elles transcendent les conflits armés et méritent une condamnation universelle. Et donc le tribunal a également établi le principe de la responsabilité de commandement, selon lequel les chefs militaires et civils peuvent être tenus responsables des actes de leurs subordonnés, et s'ils savaient ou avaient des raisons de savoir que ces actes étaient commis et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir ou les punir. Cela a jeté les bases pour la poursuite de nombreux dirigeants pour les atrocités commises sous leur commandement, même s'ils n'ont pas directement participé aux actes criminels. Le procès de Nuremberg a également rejeté la défense de l'obéissance aux ordres supérieurs, déclarant que les individus ne peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités en invoquant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Le tribunal a affirmé que les ordres manifestement illégaux ne peuvent pas justifier des actions criminelles. Ce principe a eu
une importance durable dans les procès ultérieurs pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'impact du tribunal de Nuremberg a été immense et durable. Ces principes ont été intégrés dans le droit international et ont servi de modèle pour les tribunaux ultérieurs, y compris le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, tribunal de Tokyo, et les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda. Et les Nations Unies ont également adopté les principes de Nuremberg en 1950, affirmant les standards juridiques établis par ce tribunal. En plus, ce tribunal a été une étape fondamentale vers la création de la Cour pénale internationale. L'idée que les individus peuvent être jugés pour les crimes les plus graves par une juridiction internationale a été concrétisée avec l'établissement de la CPI en 2002 et qui a depuis poursuivi des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre et plus récemment les crimes d'agression en mettant en pratique les principes établis à Nuremberg. Alors, vous avez aussi le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient qui a été établi en janvier 1946 pour juger les criminels de guerre japonais de la Seconde Guerre mondiale. Et ce tribunal qui a été créé par un décret du général Douglas MacArthur, qui était le commandement suprême des puissances alliées dans le Pacifique. Le tribunal de Tokyo, il a été modelé sur le tribunal de Nuremberg. Et il a poursuivi un petit peu des responsables japonais pour crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Et le tribunal était composé de juges provenant de 11 pays alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, la Chine, les Pays-Bas, la France, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et les Philippines. Et ce panel international de juges est de refléter la nature mondiale des crimes commis et l'engagement international à rendre justice. Les juges devaient examiner les preuves et déterminer la culpabilité des accusés en fonction des mêmes principes de justice et de droit international que ceux établis à Nuremberg. Les procès ont débuté en mai 1946 et se sont achevés en novembre 1948. 28 hauts responsables japonais ont été inculpés. Les chefs d'accusation incluaient les crimes de guerre, définis comme des violations des lois et coutumes de la guerre, des crimes contre la paix, définis comme la planification, l'initiation et la conduite de guerre d'agression, et des crimes contre l'humanité qui incluaient des actes inhumains commis contre des populations civiles. Et parmi les accusés, 7 ont été condamnés à mort, 16 à des peines de prison à vie et 2 autres à des peines de prison de durée variable. 2 accusés sont morts durant le procès et un autre a été jugé inapte à être jugé. Les condamnations à mort ont été exécutées en décembre 1948. Ces procès ont révélé des atrocités horribles commises par les forces japonaises, y compris le massacre de Nankin, où des centaines de milliers de civils chinois ont été tués, et des actes de torture et d'expérimentation humaine sur des prisonniers de guerre et des civils. Le tribunal de Tokyo a été critiqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a été accusé de partialité, certains observateurs notant que seuls les crimes des vaincus ont été jugés, tandis que les crimes de guerre des Alliés n'ont pas été poursuivis. Deuxièmement, le procès a été marqué par des tensions politiques, certains accusés étant protégés en raison de leurs liens avec les puissances occupantes. Enfin, le procès a été critiqué pour avoir exclu l'empereur Hirohito de toute responsabilité malgré son rôle central dans la conduite de la guerre. Et malgré ces critiques, le tribunal de Tokyo a marqué une étape importante dans le développement du droit international. Comme le tribunal de Nuremberg d'ailleurs, il a réaffirmé le principe de la responsabilité individuelle pour les crimes internationaux et a élargi la portée des crimes contre l'humanité, établissant que tels crimes peuvent être commis non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Et donc, après la fin des tribunaux de Nuremberg et Tokyo, la justice pénale internationale a connu une période de stagnation. Cependant, les principes établis par ces tribunaux ont continué à influencer un petit peu le développement du droit international.
et les Nations Unies ont adopté les principes de Nuremberg en 1950, réaffirmant les standards juridiques établis par ce tribunal. Et ces principes incluent la responsabilité individuelle, l'interdiction de la défense basée sur les ordres supérieurs et l'exclusion de l'immunité pour les chefs d'État et autres hauts responsables. Et donc, le développement du droit international a également été marqué par la rédaction et l'adoption de traités clés, comme les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977, qui ont renforcé un petit peu la protection des personnes lors des conflits armés et ont codifié les crimes de guerre. De plus, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 a établi le génocide comme un crime international et a appelé la poursuite des individus responsables de tels actes. Le droit international pénal a connu une résurgence dans les années 90 avec la création de tribunaux pénaux internationaux établis par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et ces tribunaux ont été créés en réponse aux atrocités commises lors des conflits, principalement dans les Balkans et le génocide au Rwanda. Ils ont poursuivi des individus pour génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, renforçant les principes établis à Nuremberg et à Tokyo. Enfin, là, bien sûr, il ne faut pas la création en 2002 de la CPI, qui a représenté l'aboutissement des efforts pour établir une juridiction pénale internationale permanente. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a reconnu cette nécessité de codifier et d'étendre un petit peu les protections juridiques internationales pour les individus affectés par les conflits armés. Et cette reconnaissance a abouti à une série de conventions et de protocoles qui ont marqué un petit peu des étapes majeures dans le développement du droit international humanitaire. Les conventions de Genève de 1940, adoptées en 1949 représentent un cadre juridique essentiel pour la protection des victimes de conflits armés. Et ces conventions, composées de 4 traités, ont été élaborées en réponse aux atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale principalement. Et elles établissent des règles claires pour le traitement des soldats blessés et malades, des naufragés, des prisonniers de guerre et des civils en temps de guerre. Et elles ont été ratifiées par presque tous les États du monde, ce qui en fait l'un des ensembles de traités les plus universellement acceptés. La première convention de Genève porte sur l'amélioration du sort des militaires blessés et malades dans les forces armées en campagne. Stipule que les militaires blessés et malades doivent être respectés et protégés en toutes circonstances, qu'ils doivent recevoir les soins médicaux nécessaires sans discrimination et que les personnels et les établissements médicaux doivent être protégés contre les attaques. La deuxième convention de Genève étend ses protections aux membres des forces armées naufragées en mer et précise que les naufragés doivent être respectés et protégés, qu'ils ne doivent pas être attaqués et qu'ils doivent recevoir toute l'assistance nécessaire pour leur survie. La troisième convention de Genève traite du traitement des prisonniers de guerre et définit un petit peu les droits des prisonniers de guerre et les protections qui leur sont accordées, notamment le droit à un traitement humain, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit de recevoir des soins médicaux et le droit de communiquer avec leur famille. La quatrième convention de Genève est centrée sur la protection des civils en temps de guerre et interdit un petit peu les attaques contre les civils, les déportations forcées et les prises d'otages. Et elle stipule que les civils doivent être traités avec humanité en toutes circonstances. Elle met en place les protections spécifiques pour les populations occupées, notamment le droit à l'assistance humanitaire et la protection contre les représailles. En plus de ces 4 conventions de Genève de 1949, il y a 2 protocoles additionnels qui ont été adoptés en 1977 pour renforcer la protection des victimes des conflits armés. Le premier protocole additionnel étant les protections des conventions de Genève aux conflits armés internationaux, en incluant des dispositions pour la protection des populations civiles contre les effets des hostilités, la protection des biens culturels et la protection de l'environnement. Le deuxième protocole additionnel, quant à lui,
étant les protections aux conflits armés non internationaux, comblant ainsi une lacune importante dans le droit international humanitaire. Et donc, les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ont joué un petit peu un rôle très important dans la consolidation du droit international humanitaire et ils ont établi des normes claires et universelles pour le traitement des personnes affectées par les conflits armés et ils ont renforcé la responsabilité individuelle en cas de violation de ces normes. Ces instruments juridiques ont également servi de base pour les poursuites pénales internationales en fournissant les fondements juridiques pour les tribunaux pénaux internationaux et la Cour pénale internationale. La mise en œuvre et l'application des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels sont assurées par des mécanismes internationaux et nationaux et le Comité international de la Croix-Rouge. Elle a joué aussi un rôle central dans la promotion et le respect des conventions de Genève en fournissant une assistance humanitaire aux victimes des conflits armés en surveillant le respect des obligations par les parties au conflit. Les États parties aux conventions ont également l'obligation de promulguer des législations nationales pour punir les violations graves des conventions connues sous le nom de crimes de guerre. Alors donc, les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ont non seulement établi des normes de protection, mais ont aussi influencé le développement du droit international pénal et les tribunaux pénaux internationaux créés en 90 ont utilisé les conventions de Genève, notamment comme base pour poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Et ces tribunaux ont joué un rôle très important dans la réaffirmation des principes des conventions et ont démontré un petit peu la volonté de la communauté internationale de tenir les individus responsables de violations graves de droits humanitaires. En 98, l'adoption du statut de Rome, il a conduit à la création, comme on l'a précisé, à la création de la CPI, la Cour pénale internationale, un tribunal permanent maintenant chargé de juger les personnes accusées de crimes les plus graves, y compris le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Et la CPI a depuis poursuivi et jugé plusieurs individus pour des crimes commis en violation des conventions de Genève, réaffirmant l'importance de ces instruments dans le cadre de la justice pénale internationale. Pardon. Donc, juste pour faire un aperçu sur donner un aperçu sur les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie de Rwanda. Le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a été établi par le Conseil de sécurité, comme l'a précisé tout à l'heure, en 1993. Hein. Et on pense à la grave violation du droit international humanitaire commise pendant les conflits dans les Balkans au début des années 90. Et la création de ce tribunal marque un tournant dans la justice internationale car il s'agit du premier tribunal de ce type depuis le procès de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale. Et ce tribunal a été chargé de juger les personnes responsables de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à partir de 1991. Il s'agit des conflits dans les Balkans. Le tribunal a joué un rôle très important dans la réaffirmation des principes du droit international et il a poursuivi des dirigeants politiques et militaires de haut rang, établissant ainsi que même les plus hauts responsables peuvent être tenus responsables de leurs actions. Parmi les cas les plus notables jugés par le TPI, en Yougoslavie, on trouve ceux de Slobodan Milosevic, l'ancien président de la Serbie, et de Radovan Karadzic, le chef politique des Serbes de Bosnie. Et le tribunal a également été pionnier dans la reconnaissance des violences sexuelles contre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, un domaine où ces décisions ont eu un impact considérable sur la jurisprudence internationale. Le TPIR, au Rwanda, a été établi en 1994 par le Conseil de sécurité toujours des Nations Unies en réponse au génocide qui a ravagé le Rwanda cette année.
En l'espace de quelques mois, environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été massacrés dans l'un des génocides les plus rapides et les plus meurtriers de l'histoire mondiale. Et le TPIR, situé à Arusha, en Tanzanie, a été créé pour poursuivre les personnes responsables du génocide et d'autres violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et par des citoyens rwandais dans les pays voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le TPIR a été important pour la réaffirmation du principe selon lequel le génocide et les crimes contre l'humanité ne peuvent pas rester impunis. L'un des procès les plus significatifs du TPIR est celui de Jean-Paul Akaïssou, l'ancien maire de Taba, qui a été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité, compris de viol comme arme de génocide. Et ce jugement était historique car c'était la première fois qu'un tribunal international reconnaissait le viol comme acte de génocide. Et le TPIR a également jugé des figures de premier plan comme le Premier ministre intérimaire Jean Kambanda, qui a plaidé coupable de génocide. Les deux tribunaux ont été essentiels pour l'évolution de la justice pénale internationale et, ils ont non seulement rendu justice aux victimes des conflits de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda, mais ont également établi des précédents juridiques importants et ont démontré que la communauté internationale pouvait et devrait intervenir pour juger les auteurs des crimes les plus graves, ou même lorsque les systèmes judiciaires nationaux étaient incapables ou réticents à les faire. L'un des aspects, comme on vient de le voir, l'un des aspects marquants des deux tribunaux est le reproche envers les violences sexuelles. Donc avant la création de ces deux tribunaux, les violences sexuelles étaient souvent ignorées ou minimisées dans les poursuites pour crimes de guerre. Donc les décisions rendues par ces tribunaux ont établi que les viols et autres formes de violences sexuelles pouvaient constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même des actes de génocide, créant ainsi une jurisprudence essentielle pour les futures poursuites en justice. Et donc les leçons tirées des expériences de ces deux tribunaux ont également conduit à des améliorations dans les tribunaux internationaux ultérieurs, notamment la Cour pénale internationale et les pratiques établies par ces tribunaux en matière de collecte de preuves, de protection de témoins et de poursuites pour les crimes les plus graves ont servi de modèle pour la CPI et d'autres mécanismes de justice transitionnelle dans le monde entier. Alors, la CPI, elle a été créée par le statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 lors d'une conférence diplomatique des Nations Unies. Le statut de Rome est entré en vigueur au 1er juillet 2002, après avoir été ratifié par 60 États. Alors, contrairement aux tribunaux ad hoc créés pour juger des crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda, la CPI est une institution permanente conçue pour juger les crimes les plus graves, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et plus récemment les crimes d'agression. Le mandat de la CPI est de compléter un petit peu les juridictions nationales. Cela signifie que la CPI n'intervient que lorsque les États sont incapables ou ne veulent pas poursuivre les criminels de guerre sur leur propre territoire. Et ce principe de complémentarité est au cœur de la mission de la CPI, assurant que la Cour ne remplace pas les systèmes judiciaires nationaux, mais les soutient lorsqu'ils sont défaillants. La CPI est composée de 4 organes principaux, la présidence, les chambres, le bureau du procureur et le greffe, et la présidence dirigée par un président élu par les juges de la Cour est responsable de l'administration de la CPI et de la représentation de la Cour dans les relations extérieures. Et donc les chambres sont divisées en chambres préliminaires, chambres de première instance et chambres d'appel, chacune ayant des fonctions spécifiques dans le processus judiciaire depuis l'autorisation des enquêtes jusqu'à l'appel des décisions. Le bureau du procureur, dirigé par le procureur de la CPU, est chargé de conduire les enquêtes et de poursuivre les affaires devant la Cour. Et le procureur
peut initier des enquêtes sur la base d'informations reçues de n'importe quelle source, y compris les États parties, le Conseil de sécurité des Nations Unies ou des organisations non gouvernementales. Cependant, le procureur doit obtenir l'autorisation de la Chambre préliminaire pour lancer une enquête si celle-ci n'a pas été directement référée par un État partie ou le Conseil de sécurité. Le greffe est responsable des fonctions administratives et de soutien de la Cour, y compris la gestion des dossiers judiciaires, la protection des témoins et des victimes et l'assistance aux accusés pour garantir un procès équitable. Le greffe joue un rôle très important, bien entendu, pour assurer que les opérations de la Cour se déroulent de manière efficace et sécurisée. L'une des premières enquêtes emblématiques de la CPI a été celle concernant le conflit en République démocratique du Congo. Donc en 2004, le gouvernement de la RDC il a renvoyé la situation au bureau du procureur qui a conduit à l'arrestation de Thomas Lubanga, chef de milice accusé d'enrôlement et de conscription d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement aux hostilités. En 2012, Lubanga a été reconnu coupable et condamné, marquant la première condamnation de la CPI et un jalon significatif dans la lutte contre l'impunité pour les crimes de guerre. Un autre cas notable est celui de l'ancien président soudanais Omar al-Béchir, accusé de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour son rôle dans le conflit du Darfour. En 2009 et 2010, la CPI a émis 2 mandats d'arrêt contre al-Béchir, bien qu'il ait réussi à éviter l'arrestation pendant plusieurs années grâce au soutien de certains États membres de l'Union africaine. L'affaire al-Béchir a mis en lumière les défis politiques et logistiques auxquels la CPI est confrontée lorsqu'elle tente de traduire en justice des chefs d'État en exercice ou d'anciens chefs d'État. La CPI a également ouvert des enquêtes en Ouganda, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, en Libye et en Mali, pour n'en nommer que quelques-unes, et chaque enquête et poursuite entreprise par la CPI contribue à l'élaboration d'une jurisprudence internationale robuste qui renforce le cadre juridique de la responsabilité pénale individuelle pour les crimes internationaux graves. Cependant, la CPI n'est pas exempte de critiques. Elle a été accusée de partialité, en particulier en raison de la concentration de ses enquêtes sur le pays africain, bien que des crimes de graves aient également été commis dans d'autres régions du monde. En réponse à ces critiques, la CPI a souligné que bon nombre des enquêtes sur des situations africaines avaient été initiées à la demande des gouvernements concernés eux-mêmes. La CPI doit également naviguer dans des eaux politiques difficiles, en particulier lorsqu'elle s'attaque à des situations impliquant des puissances mondiales ou des conflits géopolitiques complexes. Par exemple, les enquêtes sur les crimes commis en Afghanistan ont soulevé des questions sur l'implication des forces américaines, entraînant des tensions entre la CPI et le gouvernement des États-Unis. Donc, en dépit de ces défis, la CPI continue de jouer un rôle important dans la promotion de la justice pénale internationale et la lutte contre l'impunité. Et sa présence permanente offre une perspective de justice continue pour les victimes de crimes atroces, même lorsque les systèmes judiciaires nationaux échouent. En outre, elle sert de dissuasion potentielle contre la commission future de tels crimes en envoyant un message clair que la communauté internationale ne tolérera pas l'impunité pour les crimes les plus graves. Alors, les tribunaux hybrides sont souvent établis dans des situations post-conflit où les systèmes judiciaires nationaux ont été affaiblis ou sont perçus comme manquant d'indépendance ou d'impartialité. Leur création vise à renforcer un petit peu la légitimité et l'acceptabilité des procédures judiciaires, tant au niveau local qu'international. Un exemple notable de tribunal hybride, c'est le tribunal spécial pour la Sierra Leone, créé en 2002 par un accord entre le gouvernement de la Sierra Leone et les Nations Unies, à la suite de la guerre brutale qui a ravagé le pays. Alors, le tribunal spécial pour la Sierra Leone
a été chargé de juger ceux qui portaient la plus grande responsabilité pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et autres violations graves du droit international humanitaire commis en Sierra Leone depuis le 30 novembre 1996. Et le TSSL a été composé de juges nationaux et internationaux et a opéré en vertu d'une combinaison de droit sierra-léonais et de droit international. Et parmi ces réalisations notables, on peut citer le procès et la condamnation de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, pour son rôle dans le soutien aux rebelles sierra-léonais. Un autre exemple est le chambre extraordinaire au sein des tribunaux cambodgiens, créé en 2003 par un accord entre le gouvernement cambodgien et les Nations Unies pour juger un petit peu des crimes commis par les hauts dirigeants des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Et les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens sont composées de juges cambodgiens et internationaux et appliquent à la fois le droit cambodgien et le droit international. L'un des procès les plus emblématiques des CETC a été celui de Krang Yves, alias Dutch, le directeur du tristement célèbre centre de torture S21, qui a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de graves violations des conventions de Genève. Les chambres spécialisées pour le Kosovo sont un autre exemple de tribunal hybride. Créé en 2015, ces chambres ont été établies pour juger des crimes graves commis pendant et après le conflit du Kosovo, à la fin des années 90, et les chambres spécialisées basées à La Haye sont composées de juges internationaux et opèrent en vertu du droit kosovar ainsi que du droit international. Et leur mandat comprend la poursuite des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et autres violations graves des droits de l'homme. Et donc les tribunaux hybrides offrent plusieurs avantages par rapport aux juridictions purement nationales ou internationales. Premièrement, en incluant des éléments nationaux et internationaux, ils peuvent renforcer la légitimité perçue des procédures judiciaires et promouvoir la réconciliation nationale. Et deuxièmement, ils permettent un petit peu le transfert des compétences et du savoir-faire entre les juges et les avocats internationaux et nationaux, contribuant ainsi au renforcement des capacités judiciaires locales. Et troisièmement, ils peuvent être plus économiquement viables que la création de tribunaux internationaux ad hoc, car ils utilisent les infrastructures et les ressources existantes dans les pays concernés. Cependant, ces tribunaux hybrides ne sont pas sans défis et doivent naviguer dans des environnements politiques complexes et parfois hostiles, ce qui peut entraver leur indépendance et leur efficacité. Par exemple, au Cambodge, les CETC ont souvent été critiqués pour leur lenteur procédurale et les ingérences politiques de la part du gouvernement cambodgien. De même, le tribunal spécial pour le Liban, créé pour juger les responsables de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais Rafiq Hariri, a été confronté à des difficultés en raison de l'instabilité politique et de la résistance locale. Et donc les tribunaux hybrides représentent une réponse innovante et pragmatique aux défis posés par la justice pénale internationale dans des contextes spécifiques. Ils incarnent la reconnaissance croissante que la justice internationale ne peut être efficace que si elle est perçue comme légitime et acceptable par les populations locales. Et en combinant un petit peu les éléments nationaux et internationaux, ces tribunaux cherchent à assurer que les auteurs des crimes les plus graves ne restent pas impunis, tout en renforçant la capacité des systèmes judiciaires nationaux à traiter de tels crimes à l'avenir. Alors, arrivant à ce stade-là, commençons par les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo, créés après la Seconde Guerre mondiale. Et ces tribunaux ont été les premiers à juger des individus. Déjà, les premiers à juger les individus pour les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes contre la paix. Une des décisions marquantes de Nuremberg est le jugement de l'affaire Göring et autres, où les principaux dirigeants nazis ont été reconnus coupables de planification et de conduite d'une guerre d'agression, ainsi que la perpétration de l'Holocauste. Le tribunal a établi que les crimes contre l'humanité incluaient des actes commis en temps de paix, soulignant
ainsi la gravité des atrocités indépendamment du contexte de guerre. Le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie a également rendu des décisions significatives. Et l'une des affaires les plus importantes était celle de prosécuteur contre Tadic. Dans cette affaire, la Chambre d'appel a statué que le droit international humanitaire s'appliquait aux conflits internes ainsi qu'aux conflits internationaux, élargissant ainsi la portée de la protection des droits humains en temps de guerre. Et la TPI, elle a également clarifié la notion de responsabilité de commandement dans des affaires comme prosécuteur contre Delalic et les autres, établissant que les supérieurs hiérarchiques peuvent être tenus responsables de crimes commis par leurs subordonnés, s'ils savaient ou auraient dû savoir que ces crimes étaient en train de se produire et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour les prévenir. Et donc le tribunal rwandais a été fondamental pour la jurisprudence sur le génocide. Et dans l'affaire contre Akeisu, le TPIR a défini le génocide et a reconnu pour la première fois que le viol et les violences sexuelles pouvaient constituer des actes de génocide lorsqu'ils sont commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Et cette décision a marqué une avancée majeure dans la reconnaissance des violences sexuelles comme des armes de génocide et de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale, bien que relativement nouvelle, elle a également rendu des décisions très importantes. Par exemple, dans l'affaire contre Thomas Lubanga Dilo, la CPI a prononcé son premier verdict reconnaissant Lubanga coupable d'avoir enrôlé et utilisé des enfants soldats dans un conflit armé en République démocratique du Congo. Et cette décision a souligné l'importance de la protection des enfants dans les conflits armés et a établi des précédents en matière de poursuite de l'utilisation des enfants soldats comme crime de guerre. Il y a certainement des défis, et des perspectives pour l'avenir. Et tout d'abord, l'un des défis majeurs est la question de la coopération internationale. Et les tribunaux internationaux, y compris la Cour pénale internationale, dépendent de la coopération des États pour l'arrestation et la remise des suspects, la collecte de preuves et l'exécution des décisions judiciaires. Cependant, cette coopération n'est pas toujours garantie. Par exemple, plusieurs mandats d'arrêt émis par la CPI, notamment contre des dirigeants de haut rang, comme l'ancien président soudanais Omar al-Bashir, n'ont pas été exécutés en raison de manque de coopération de certains États. Et l'absence de coopération compromet un petit peu l'efficacité des tribunaux et entrave un petit peu la justice pour les victimes. Ensuite, la question de l'impartialité et de l'indépendance des tribunaux internationaux est importante. Et les critiques pointent souvent du doigt une perception de partialité, notamment en raison de l'implication de grandes puissances dans la création et le fonctionnement de ces tribunaux. La CPI, par exemple, a été accusée de cibler de manière disproportionnée les dirigeants africains, ce qui a conduit à des tensions avec l'Union africaine. Et pour garantir un petit peu la légitimité et la crédibilité des tribunaux internationaux, il est essentiel de maintenir et de renforcer un petit peu leur impartialité et leur indépendance. Un autre défi significatif est le financement des tribunaux internationaux. Les coûts associés à la mise en place et au fonctionnement des tribunaux internationaux sont élevés et le financement dépend largement des contributions des États membres et d'autres donateurs. Et les limitations budgétaires peuvent restreindre la capacité des tribunaux à mener des enquêtes approfondies ou à protéger les témoins et à assurer des procès équitables et efficaces. Il est donc important d'assurer un financement adéquat et stable pour le bon fonctionnement de ces tribunaux, en plus des questions de protection des témoins et des victimes qui restent un défi constant. Les témoins et les victimes qui participent aux procédures judiciaires internationales peuvent être exposés à des risques de représailles, d'intimidation et de violence. Donc ces tribunaux doivent donc mettre en place des mesures de protection robustes pour garantir la sécurité et le bien-être des témoins et des victimes, tout en leur assurant un accès à la justice. Et malgré ces défis, il existe des perspectives d'avenir prometteuses pour la justice internationale et parmi elles, on peut citer parmi les évolutions positives et l'augmentation de la reconnaissance et de l'incorporation du droit pénal international
dans les systèmes juridiques nationaux. De plus en plus d'États adoptent des législations permettant de poursuivre les auteurs de crimes internationaux au niveau national, renforçant ainsi le principe de complémentarité qui est au cœur du système de la CPI. Et par ailleurs, donc l'essor des technologies, il y a aussi des technologies d'information, des technologies numériques, et ils offrent un petit peu de nouvelles opportunités pour la collecte et la présentation de preuves. Les images satellites, les enregistrements vidéo, les témoignages recueillis via des plateformes numériques et l'analyse des réseaux sociaux peuvent fournir des preuves importantes dans les enquêtes et les procès. Et l'utilisation judiciaire de ces technologies peut améliorer un petit peu l'efficacité des enquêtes et renforcer un petit peu la qualité des preuves présentées devant les tribunaux. En plus, les efforts de sensibilisation et mobilisation internationale continuent de croître avec une attention accrue portée par la justice pénale internationale par les médias, les ONG, les organisations de la société civile, et cette mobilisation contribue à maintenir la pression sur les États pour qu'ils coopèrent avec les tribunaux internationaux et respectent leurs obligations en matière de droits de l'homme. Et enfin, donc, les réformes institutionnelles et procédurales peuvent également améliorer le fonctionnement des tribunaux internationaux. Par exemple, la CPU, elle a entrepris des réformes très importantes pour accélérer les procédures judiciaires, réduire les délais de traitement et des affaires et renforcer un petit peu la participation des victimes. Et ces réformes, elles visent à rendre la justice internationale plus efficace, plus transparente et plus accessible. Voilà qu'on arrive à terme notre vidéo. Et là, pour dire que voilà, la responsabilité pénale internationale, bien qu'ayant évolué un petit peu au fil du temps, elle repose sur un principe fondamental. Les individus, quel que soit leur rang et ou leur statut, doivent rendre compte de leurs actions lorsqu'ils commettent des crimes graves tels que le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et l'agression. Et cette évolution, elle a marqué une transformation significative dans le droit international, intégrant les approches traditionnelles avec les normes modernes des droits de l'homme et du droit humanitaire. Nous avons vu tout au long de cette vidéo, nous avons parlé longuement sur le tribunal de Nuremberg, le tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, les tribunaux hybrides, l'établissement de la CPU qui représente un petit peu un tournant majeur dans la justice pénale internationale. Et en conclusion, donc la responsabilité pénale internationale, il est très important si on veut promouvoir la justice et protéger les droits de l'homme et dissuader les futurs auteurs de crimes atroces. Et on voit un message clair que la communauté internationale ne tolérera pas l'impunité pour les crimes les plus graves en renforçant les institutions existantes. En améliorant un petit peu la coopération internationale et en innovant dans les procédures judiciaires, on peut espérer un avenir où la justice pénale internationale sera plus robuste, équitable et accessible pour tout le monde. Merci pour votre attention tout au long de cette présentation sur la protection internationale des droits de l'homme. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations enrichissantes et que cela contribuera à une meilleure compréhension et appréciation de l'importance de la responsabilité pénale internationale dans notre monde. Merci.